Je fais partie des spiruliniers. Les spiruliniers, on est des paysans de l'eau dans la terre. Donc en fait, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Quand on rentre dans la saison de spiruline, en fait, on vit avec la spiruline. On peut la récolter tous les jours ou tous les 2 jours. Disons qu'on se met au rythme de la spiruline et ça, c'est assez agréable. C'est un petit peu comme une petite bulle où on vit avec elle. On a vraiment réfléchi à la conception de cette ferme, à la fois sur l'énergie, utiliser les pentes, l'épuration de l'eau, même le sol. C'est-à-dire qu'à force de ne pas trouver de terre, on a racheté un ancien club de tennis et on utilise des terrains qui étaient déjà goudronnés ou qui étaient des terres battues pour mettre des bassins. Tous les producteurs de spiruline considèrent leur bassin presque comme un animal, voilà. Parce qu'en réalité, c'est un métier spécial parce qu'on élève quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est comme ça que j'ai découvert la spiruline, en me rendant compte qu'en fait, dans les situations que les humains se donnent à vivre, ou sont forcés de vivre, c'est comme une sorte de plasma. Et son ADN est fait d'une manière, parce qu'elle a 3,5 milliards d'années, qu'il arrive à nourrir l'être humain d'une certaine manière. J'ai découvert la spiruline il y a 15 ans dans le Pas-de-Calais dans une exploitation agricole intégrant de l'élevage et utilisant la chaleur d'un méthaniseur pour chauffer les serres de spiruline. Quelques années plus tard, à Auroville en Inde, la spiruline fraîche fait partie de mon repas tous les midis. À cette époque, je deviens complètement accro. Quand je rencontre Émilie, que j'interviewe dans l'épisode 105 pour présenter le réseau EU Farms qu'elle anime, elle me dit qu'avec son compagnon Franck, ils ont créé une ferme de spiruline dans les Cévennes. À ce moment, je me vois déjà la découvrir. J'ai la chance de me rendre à Spiruline Arc-en-Ciel et de goûter à nouveau à la spiruline fraîche lors d'une récolte exceptionnelle le 1er janvier 2025. Habituellement, la spiruline n'est pas récoltée l'hiver car elle se repose. Alors que je publie cet épisode 6 mois plus tard, début juin, les premières récoltes de spiruline ont lieu. Dans cet épisode, les partages d'Émilie et Franck vous permettront de comprendre que la spiruline est bien plus qu'un super aliment. Elle est l'une des premières formes de vie sur Terre et est un moyen de remettre en vie les corps dénutris et fatigués. Elle peut capter entre 23 et 40 tonnes de CO2 par hectare et par an. C'est environ 9 tonnes pour une forêt. Le caractère ancestral de cette cyanobactérie est précieux et nous demande de la cultiver avec respect dans une démarche paysanne. Elle est un candidat de choix pour intégrer une production originale aux fermes agroécologiques. Cet épisode fait partie de la thématique photosynthèse à tous les étages de la saison 5 du podcast Agroécologie Voyageuse. Je suis Opaline et j'ai créé ce podcast pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre. Cet épisode a pu naître grâce au soutien de généreux et généreuses donatrices et donateurs. Aujourd'hui, j'ai envie de remercier en particulier Jean-Philippe, Amine, Lucas, Alix, David, Mylène, Nicolas, Axel, Maëlle, Sandrine pour leurs dons lors de ma dernière campagne de financement participatif. Je vous laisse maintenant en compagnie de Franck, Émilie et la spiruline qui a sûrement un message à vous transmettre. Bonjour Émilie. Bonjour Opaline. Donc on est sur ta ferme, donc une ferme de spiruline, et on se connaît sur d'autres sujets, et notamment le fait qu'aujourd'hui tu consacres une grande partie de ton temps à l'association EU Farms. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 105 qui était consacré à ce sujet-là. Moi j'avais vraiment envie de mettre en lumière la ferme Spiruline Arc-en-Ciel, parce que je me questionne beaucoup sur la place de la production de spiruline dans l'agroécologie. Ma première question, c'est déjà comment tu te sens en ce moment, et est-ce que tu es plutôt main dans la terre ou main dans la mer ?
belle question. Je me sens le 1er janvier 2025, c'est-à-dire je me sens dans le commencement d'une nouvelle année. On a passé la fin d'année tranquille. C'est la saison tranquille pour la spiruline. Enfin, aujourd'hui, on a fait un petit essai de récolte, mais elle se repose, on va dire, depuis septembre. Et donc, c'est le moment pour nous qui est souvent le moment d'introspection, le moment dans la ferme où on fait justement plutôt du débroussaillage, de l'élagage, du rangement, la commercialisation, enfin toutes les autres choses qui ne sont pas de la production. Et donc voilà, donc je me sens dans cette période, à la fois le repos de l'hiver et le printemps qui commence à pointer son nez quand même. Voilà. Et main dans la terre ou main dans la mer. Les deux, parce que je pense que justement, moi je fais partie des spiruliniers. Les spiruliniers, on est des paysans de l'eau dans la terre. Donc en fait, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Quand j'étais plus jeune, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai envie d'œuvrer dans ma vie pour faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, une nourriture saine. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la base pour moi. Donc tout ce que j'ai fait dans la vie, ça a toujours été au service de cette cause. Et ça m'a permis d'aller dans plein d'endroits différents. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre Franck et puis que le temps passant, on a décidé de devenir spirulinier. Mais la spiruline, je l'avais rencontrée avant parce que justement, j'avais commencé par travailler dans une ONG qui était en Afrique, qui faisait des formations à l'agroécologie en Afrique. Donc j'ai vécu, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu près de gens en Afrique, dans le Sahara ou au Burkina, dans les oasis. Et donc en fait, il y a un des séjours que j'ai passé, on était avec une amie qui était passionnée par les graines germées. Donc on est allé créer en fait essayer de voir, on va dire, la faisabilité d'un projet de nourrir les enfants avec des graines germées, mixées, broyées, tu vois. Et c'est vrai qu'en plus au Burkina, par exemple, ils ont l'habitude de travailler avec les graines germées, puisqu'ils font le dolo, la bière avec les graines germées. Et après, ça pose la question de l'eau, etc. Donc en fait, on s'est retrouvés au Burkina Faso à aller dans les centres de renutrition. Les centres de renutrition, c'est des endroits où les mamans amènent leurs enfants parce qu'ils sont en train d'être dénutris plus ou moins gravement, voire très gravement. Des enfants en train de mourir de faim avec un pronostic vital très engagé. Et en fait, dans ces centres de renutrition, on a vu que la spiruline était donnée à ces enfants et que ça leur permettait de reprendre vie en fait et de dépasser les pronostics vitaux que les médecins pensaient. Et donc ça, c'est un moment de vie quand même très, très fort. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la spiruline, en me rendant compte qu'en fait, dans les situations que les humains se donnent à vivre, on va dire ça comme ça, ou sont forcés de vivre, en fait, c'est comme une sorte de plasma, je sais pas comment dire, son ADN est fait d'une manière, parce qu'elle a 3,5 milliards d'années, qu'il arrive à nourrir l'être humain d'une certaine manière. Et c'est le meilleur aliment de lutte contre la malnutrition chronique. Donc elle est très connue en Afrique ou en Inde, etc. pour ça. Mais aujourd'hui, en Occident, on est aussi très malnutris, de différentes manières malheureusement. Et donc c'est aussi un aliment utile pour l'Occident. Et en fait, donc, c'est vrai que cette spiruline, elle a fait le voyage avec moi, on va dire, au sens symbolique, de l'Afrique à la France, parce qu'à un moment, je me suis dit que je voulais sortir de cette... même si j'étais dans des ONG très engagées au niveau humaniste, je voulais sortir de toute l'histoire de la France-Afrique pour me consacrer à des actions sur ma terre de naissance, on va dire, donc la France. Et c'est là que j'ai rencontré Franck. Et pendant plusieurs années, en fait, on a eu la chance de rencontrer Cédric et Laurence, qui étaient parmi les premiers spiruliniers dans la Drôme, et Cédric et Laurence Coquet. Et en fait, on les a suivis dans leur installation, leur récolte, le fait de vendre la spiruline en France, etc. etc. Et bon, d'une chose à l'autre, ça nous a vraiment donné envie d'être spiruliniers nous-mêmes, donc de cultiver cette spiruline en France. Et en fait, c'est lors d'un voyage en Inde, au Kerala, où on a fait tout un séjour d'Ayurveda pendant 1 mois. Franck, moi et notre fille Léa, qui avait 18 mois. Et en fait, ce temps long, donc 1 mois à prendre soin de nous,
dans un lieu où ils soignaient les gens par les plantes, où on fait attention à ce qu'on mange, la manière dont on mange, le yoga, la marche, etc., etc. En fait, ça nous a aidé à faire le grand pas et à dire ok, nous aussi on devient paysans, mais paysans de l'eau, quoi, donc spiruliniers. Et quand on est revenu, on a mis en vente notre maison, elle s'est vendue en 2 jours, et on a tout quitté très vite pour se former, avoir un premier bassin, et puis après la longue aventure, chercher des terres, trouver des terres, s'installer, etc., etc. Et là, ça fait 11 ans qu'on fait ça. Et donc dans la question que tu me posais, tu me disais, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne fais presque plus d'action sur la production de spiruline. Néanmoins, j'habite dans cette ferme avec Franck, donc je suis quand même proche, on va dire. Parce que dans les premières années de notre vie en commun avec la spiruline, donc quand les enfants étaient petits, qu'on s'est installés, donc c'est en 2013. De 2013 à 2018, j'étais 100% du temps sur la production avec Franck. Et en fait, petit à petit, j'ai pu libérer du temps parce qu'on a appris le métier, on a appris à s'organiser, on a pu créer cette ferme dans laquelle on est aujourd'hui, qui est très ergonomique. Et donc, ça a permis de gagner du temps et de libérer du temps pour, on va dire, diversifier. Et là, quand on parle d'agroécologie, on peut se dire on diversifie par quoi ? Donc j'ai hésité. Les poules, les champignons, toutes sortes de choses. Et puis, en fait, j'ai décidé de revenir à mon métier d'origine, quoi. Animatrice. Mon métier d'origine, c'était animatrice de solidarité internationale. Donc YouFarms, c'est aussi un peu ça. Bon, bah alors c'est parti, on va tester une petite récolte le 1er janvier. Une petite récolte en mode amateur, on va dire. Je vais te passer le matériel qu'on va descendre en bas. Je te fais pas rentrer dans le labo. Allez, on va aller descendre dans la serre numéro 2. Quand tu vas récolter, est-ce que tu es dans un état d'esprit particulier ? Est-ce que tu aimes ça ? Oui, c'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Je crois que depuis tout petit, récolter quelque chose, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Ramasser des mûres, ramasser des champignons, ou même aller faire de la pêche à pied, ramasser des coquillages. Enfin, collecter quelque chose qui peut se manger, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc récolter la spiruline, c'est quelque chose que j'aime bien, et je pense qu'il faut vraiment aimer ça parce que producteur de spiruline, c'est vraiment particulier. C'est que tu répètes, tu vas faire presque une centaine de récoltes par an qui vont être toutes les mêmes, et chaque année tu vas reproduire ces 100 récoltes. Donc si tu n'aimes pas récolter, c'est compliqué. Ouais. Et donc il faut vraiment, c'est un métier qui est très répétitif, hein. Moi ça fait 11 ans que je fais ça, et c'est vrai que je me rends compte que, et en fait à chaque fois que tu récoltes, surtout dans la première année, tu essayes d'améliorer des tout petits détails qui te font gagner des fois 5-10 minutes. Et quand tu accumules tous les petits détails que tu as rajoutés, c'est là que tu arrives à quelque chose qui est bien. Voilà. Il m'a fallu attendre peut-être 2-3 années pour arriver à bien récolter la spiruline, quoi. Parce que sinon, les premières années, ça me prenait, ça m'est arrivé de commencer à 4h du matin et de finir à 3h de l'après-midi, quoi, sans s'arrêter, et ça c'est pas tenable. Donc après, en t'améliorant, tu arrives à faire plutôt 6h midi, et là c'est soutenable, on va dire. Okay. Alors là, on va récolter le bassin numéro 3, parce que c'est celui qui est le plus concentré, qui a une plus belle couleur. Parce que là, on est vraiment hors saison, quoi. C'est la première fois que je récolte au mois de janvier. Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé de récolter au plus tard dans l'année, je crois, c'était le 5 décembre. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Et le plus tôt, je crois que j'ai récolté début mars. Là, je précise juste que c'était une demande particulière de moi qui est très envie de goûter la spiruline fraîche. Non, mais t'as bien fait. En plus, c'est vrai que ça me fait bizarre de récolter, mais ça me fait à la fois plaisir aussi. En plus, on a la chance, les bassins sont bien concentrés. L'une des premières choses pour récolter, c'est déjà de vérifier le pH. Donc on a vérifié le pH du bassin, qui soit assez élevé. Et puis aussi vérifier le séqui, ce qu'on avait vu la dernière fois, pour voir si le bassin est suffisamment concentré en spiruline. Et là, on a un bassin, il est super concentré. Donc là, je pose ça, c'est juste une petite structure. Alors pour récolter la spiruline, le principe il est très simple, hein, on va prendre le milieu de culture et on va le passer à travers un filtre qui est suffisamment fin pour laisser passer l'eau mais garder la spiruline. Ouais. Et donc c'est des filtres de sérigraphie. Hop.
Donc je mets ma toile comme ça. Donc là on va prendre une toute petite quantité parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc j'ai pris un tamis aussi. Alors là c'est pas forcément nécessaire, mais bon j'essaie de... Comme ça au moins ça illustre un petit peu ce qu'on peut faire en plus gros. Parce que le tamis va permettre de récupérer éventuellement les insectes qui pourraient tomber dans le bassin ou quelque chose qui serait un peu trop gros quoi. Donc des impuretés. Ouais, des impuretés. Donc le principe est très très simple. Je vais prendre du milieu de culture et je le fais passer dans mon tamis d'abord. Et après il va aller sur la toile. Après une chose qu'on aurait pu faire, c'est arrêter l'agitation des bassins. Et elle serait remontée à la surface. Donc là on aurait eu de la spiruline un peu plus, ça va faire une crème qui va avoir l'épaisseur à peu près de 2 cm. Et donc là forcément tu vas avoir du concentré quoi. Donc là je vais prendre une pâte qui sera déjà toute concentrée. Je vais prendre 3 tupperwares là, de cette pâte et puis ça passera bien. La spiruline mesure 0,2 mm à peu près. Mais là en cette saison là il faudrait qu'on la regarde au microscope. J'ai retrouvé mon microscope donc on pourra regarder ça. Et peut-être qu'en cette saison la spiruline aussi elle a tendance à se recroqueviller on va dire sur elle-même et d'être plus petite. Qu'est-ce qui fait que la spiruline s'intègre dans l'agroécologie ? Tu vois, pourquoi parler de spiruline dans un podcast sur l'agroécologie ? Alors, tu l'as dit, paysan de la mer, mais c'est vrai que quand on pense à l'agroécologie, agro c'est le champ, on ne pense pas forcément à la mer, ou à l'eau en tout cas. Oui, mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, dans cette création de la vie sur Terre, en fait, la spiruline, donc, elle fait partie des cyanobactéries, elle est la seule comestible, et il y a 3,5 milliards d'années, elles ont créé pour la première fois la photosynthèse, et elles ont créé pour la première fois sur Terre l'oxygène et la matière organique. Donc en fait, nous, en tant que spiruliniers, on se place dans le maillon d'origine de la création de la vie sur Terre. Et donc ça, pour moi déjà, je sais pas, j'ai l'impression déjà que on se positionne pas là par hasard, quoi. Et donc déjà permettre à cet aliment incroyable de vivre sur Terre et de pouvoir être accessible au plus grand nombre de personnes, déjà dans l'esprit, on va dire, je trouve qu'on a notre place dans l'agroécologie. Après, il y a des données très scientifiques, très techniques sur le fait que la spiruline, c'est une des productions qui a... Nous, on a fait des analyses de cycle de vie, tu vois, avec l'école des mines et tout, donc on a une empreinte écologique positive, parce qu'elle crée beaucoup d'oxygène en mangeant beaucoup de gaz carbonique, en créant des aliments les plus nutritifs, sur la plus petite surface, elle supporte le changement climatique, elle consomme pas d'eau, elle vit dans l'eau, mais elle consomme très peu d'eau. Donc c'est une production qui est extrêmement intensive, rentable, je sais pas comment est-ce qu'il faut dire ça, enfin très productive et adaptée à toutes sortes de climats. Et donc en fait c'est par son impact, on va dire, le poids entre l'impact et le bénéfice pour l'écologie et pour la nutrition des gens est très positif. Et puis après, nous particulièrement... on a vraiment... moi, je me suis formée beaucoup à la permaculture et on a vraiment réfléchi à la conception de cette ferme, à la fois sur l'énergie, utiliser les pentes, l'épuration de l'eau, même le sol, parce qu'en fait, du coup, on se retrouve quand même sur un terrain de tennis, quoi. C'est-à-dire qu'à force de ne pas trouver de terre, on a racheté un ancien club de tennis et on utilise des terrains qui étaient déjà goudronnés ou qui étaient des terres battues pour mettre des bassins. Donc c'est une culture hors sol, mais là on valorise une friche de loisirs. Lors de la récolte, le milieu de culture est filtré pour récupérer la spiruline. L'eau, qui est salée et riche en minéraux, est reversée sans la spiruline dans le même bassin. Des bassins d'évaporation sont utilisés lors des purges ou pour vider totalement un bassin lorsque la souche de spiruline n'a plus les caractéristiques favorables à la récolte, et cela est réalisé environ tous les 3 ans. À la manière des marais salants, l'eau s'évapore et le sel reste. Ensuite, on peut récupérer le sel pour saliniser les routes l'hiver, désherber ou pour d'autres usages. La phytoépuration, quant à elle, récupère toutes les eaux grises de la maison et en provenance du bâtiment agricole. Toutes les eaux de nettoyage du matériel servant au pressage de la spiruline, qui représente
30% de la consommation d'eau de la ferme sont épurés par les micro-organismes au niveau des racines des plantes. Tout retourne à la terre. Le bâtiment agricole est bioclimatique et l'électricité est fournie par Enercop, une coopérative d'énergie renouvelable, citoyenne et solidaire. C'est une des premières formes de vie qui est apparue sur Terre. C'est une des premières à avoir utilisé la photosynthèse pour se développer. Donc, elle capte l'énergie du soleil, elle produit de l'oxygène pour se développer. Il se trouve qu'on a trouvé maintenant plusieurs endroits en France où elle pousse naturellement. Et en réalité, on se rend compte que la spiruline, on peut en trouver quasiment partout. Ouais. Mais en France, on ne va pas avoir des lacs très très concentrés parce que des lacs tout verts comme ça, en Inde ou en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, on en trouve des lacs très très verts. En France, on va trouver des lacs ou des petites mares qui vont avoir une petite couleur verte et en observant, c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'on a de la spiruline. Et après, le lien entre la spiruline et la France, c'est que on a deux chercheurs historiques qui ont fait évoluer les techniques de production de spiruline pour la maîtriser d'une façon, on va dire, artisanale. Et leur objectif, c'était l'humanitaire. Ils avaient envie de créer des fermes dans les pays du Sud pour qu'eux-mêmes arrivent à produire leur spiruline avec les moyens du bord. Et donc ces deux chercheurs, c'était Jean-Paul Jourdan et Ripley Fox. Jean-Paul Jourdan a fait toutes ses recherches tout à côté d'ici, à Mialet, c'est à peine à 20 minutes d'ici. Et donc il avait une villa près de la rivière de Mialet et avec son voisin qui s'appelle José Vittard, ils ont expérimenté la production artisanale ou production paysanne de spiruline. Et après Jean-Paul Jourdan a voyagé à travers tout le monde et il a contribué à l'installation de fermes dans les pays du Sud. Et donc avec son savoir-faire, des producteurs français ont expérimenté la production ici en France. Alors cette fois-ci sous serre, parce qu'on a besoin nous de serre pour avoir suffisamment de chaleur. Et donc dans les années, les premiers producteurs de spiruline, c'était au milieu des années 90. Dans les années 2000, il devait y en avoir une petite dizaine. En France, on est plus de 150 producteurs. On a eu une petite hausse du nombre de producteurs juste au niveau dans les années 2020 à peu près. Voilà. Il y a peu de nouvelles installations par rapport au contexte économique et puis aux difficultés de commercialisation. Ouais, c'est ça qui freine, je pense, le nombre d'installations. Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'être humain, on est carencé et on devrait consommer de la spiruline? Est-ce qu'on peut trouver ce qu'il y a dans la spiruline ailleurs? Ce qui est intéressant dans la spiruline, c'est déjà la synergie de ce qu'elle contient, puisqu'elle contient beaucoup de choses. Et donc, effectivement, chaque élément qu'on va avoir dans la spiruline peut se retrouver forcément ailleurs. Mais en prenant de la spiruline, c'est vrai qu'on va avoir une synergie de vitamines, de oligo-éléments, de minéraux. Pour faire un résumé sur les vertus de la spiruline, je la présente comme ça. Je dis que la spiruline, elle a trois bienfaits. Le premier, c'est sa richesse en vitamines et en minéraux. Elle contient énormément de vitamines, énormément de minéraux. On dit quasiment tout ce dont on a besoin. Alors, ce n'est pas forcément vrai parce qu'il lui manque certaines choses. Il y a certaines vitamines aussi qu'elle contient en petite quantité, d'autres en plus grosses. Ce qu'elle contient en grosse quantité, elle va avoir beaucoup de phosphore, de magnésium, beaucoup de bêta-carotène. Et ce qui fait son succès, c'est le fer, parce qu'elle contient beaucoup de fer. Donc, la deuxième, c'est que c'est un antioxydant. Elle enlève les toxines du corps. Ça peut être utile. On a des sportifs qui aiment bien prendre de la spiruline pour récupérer après l'effort. Et la troisième vertu, c'est ce qui fait aussi le succès de la spiruline, c'est qu'elle renforce les défenses immunitaires grâce à un pigment bleu qui s'appelle la phycocyanine, qu'on ne retrouve que dans la spiruline. Voilà, il n'y a que la spiruline qui contient ça. Actuellement, il y a une petite mode parce qu'on retrouve pas mal d'extraits de phycocyanine liquide. En tant que producteur de spiruline, j'adhère pas trop à cette façon de la consommer parce que je préfère consommer la phycocyanine dans la spiruline, puisqu'il y a plein d'autres choses qui sont bonnes, comme je vous l'ai dit, il y a toutes les vitamines. Alors c'est dommage d'extraire une toute petite partie, à savoir que la spiruline, elle tient sa couleur à un mélange de pigments, elle a plein de pigments. Quand on la regarde, c'est un vert assez dense,
On dirait presque comme la malachie, la pierre verte. Ouais, Alors elle tient ce verre parce qu'elle elle a de la chlorophylle, parce qu'elle fait de la photosynthèse, mais la chlorophylle c'est un verre un peu salade, voilà, un verre un peu voilà, plus clair. Elle a du bêta-carotène, comme la carotte, donc elle a de l'orange. Elle a du rouge aussi, alors c'est de la phycoérythrine, mais bon ça on en parle un peu moins. Et est-ce que tu penses que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec un mode de vie stressant Oui. et aussi une alimentation qui n'est pas forcément saine, etc., on aurait intérêt à faire des cures régulièrement? Quel type de personnes tu le conseillerais? Des personnes fatiguées, des personnes anémiées, des personnes... Nous on a une clientèle qui est assez large, donc on a beaucoup de gens qui viennent chercher la spiruline pour le faire, voilà, des gens qui souffrent d'anémie. Alors peut-être que c'est un tiers de ma clientèle. Après le côté, le fait que ça renforce les défenses immunitaires, voilà, c'est peut-être un autre tiers de notre clientèle. Et après on a des gens qui sont végétariens, qui veulent, alors même si l'aspiruline ne va pas combler tout ce qu'aurait besoin un végétarien. Ça apporte de la protéine mais pas toute la protéine qu'il faudrait. Il n'y a pas de vitamine B12 dans la spiruline. Les gens qui aiment la spiruline comme moi, enfin je sais que c'est... Gustativement parlant, je suis peut-être un ovni, mais... Il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Ils doivent se retenir pour pas en manger Oui, trop. oui, même ce qui est plus étonnant, c'est pour les enfants. J'ai l'impression que c'est 50-50. Il y a des enfants qui vont pas aimer, voilà, on peut les comprendre, hein, parce que la couleur est spéciale. Et il y a des enfants qui sont accros de la spiruline. Des enfants qui vont réclamer comme un bonbon, donc c'est assez étonnant. On fait en sorte qu'elle ait le meilleur goût possible, parce que le goût, ça va être au niveau du séchage. Si tu fais sécher à haute température, tu vas avoir un goût plus fort. Si tu maîtrises bien ton séchage, tu vas avoir un goût un peu plus doux. Après, nous, on fait des comprimés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les comprimés parce qu'ils ont du mal avec le goût de la spiruline. Ouais. Et après, quand il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien, bon, ça me touche et je suis content. Moi, personnellement, j'aime ça. Voilà, même dans ma famille, voilà, on a des enfants, faut que je trouve des astuces pour qu'ils le mangent. Voilà, on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais j'arrive maintenant à faire manger de l'aspirine à mes enfants. Vous aimeriez bien, pourquoi pas, un jour accueillir quelqu'un qui pourrait vous aider? Vous accueillez régulièrement des woofers, des stagiaires, mais je pense que en fait, la ferme pourrait se connecter à d'autres productions. Et du coup, ça créer un véritable écosystème. Alors, il y a déjà un écosystème, mais un écosystème avec différentes productions. C'est ce que disait Franck tout à l'heure. Encourager vraiment les fermes collectives à intégrer des bassins de spiruline dans leur système. Effectivement, en termes de production qui ne demande pas trop de surface, alors qui demande quand même du temps, mais qui est assez sympa parce que ça se consomme... alors ça peut se consommer frais, mais ça se consomme quand même majoritairement en France sec. Donc on a un temps assez long pour la commercialiser. Enfin, c'est une production qui a plein de qualités, on va dire, en termes de calendrier de culture. Et surtout, en fait, les vertus qu'elle a au niveau alimentaire pour les humains, en fait, elle les a aussi pour les animaux. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent chercher l'aspirine pour les animaux. Les éleveurs qui essayent de se passer des antibiotiques ou des médicaments, qui sont sur des approches préventives plutôt que curatives, en fait, utilisent des produits créés par, justement, notamment un ami vétérinaire, Alain Boutonnet, qui a créé toute une gamme, en fait, qui est avec de l'aspirine pour les chevaux, pour les chiens, les poules, etc., les chèvres. Et moi, je connais plein d'éleveurs qui utilisent l'aspiruline comme aliment préventif. Et pour les poules, elle est quand même aussi très très connue parce que notamment, comme elle contient beaucoup de bêta-carotène, quand tu donnes de la spiruline, et on a toujours des déchets, parce que telle récolte, ça s'est peut-être pas très bien passé, ou parce qu'on en fait tomber quand on vide le séchoir et tout ça, tu vois. Les déchets de spiruline, nous-mêmes, on les donne à nos poules, mais quand on en a, chaque année, quelqu'un vient, une fois ils en ont pris pour des abeilles, une autre fois ils en ont pris pour des chevaux, des gens viennent pour leurs chiens. En fait, elle a aussi, elle peut être un coup de pouce, de boost quoi, pour différentes productions. Et on avait rencontré une fois une malgache qui était une des pionnières de la spiruline, qui disait qu'elle arrosait ses jeunes plants de légumes avec de l'eau, tu vois, avec de l'aspirine diluée, et que c'était un engrais du tonnerre, quoi. Donc en fait, c'est vrai que je pense qu'on est très peu sachant. En fait, je pense on est ignorant de beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec la spiruline et des services qu'elle pourrait rendre, même peut-être dans les composts, etc., etc.
Si la spiruline est si riche et précieuse, c'est aussi parce qu'elle se nourrit d'une diversité de nutriments. Pour une production optimale, il est donc nécessaire de fournir à la spiruline une alimentation de qualité que Franck va détailler ici. J'ajoute une remarque importante. Franck m'a expliqué qu'il était possible de fabriquer la nourriture de la spiruline soi-même, mais que cela reste très complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu la nourris ? On la voit dans un des bassins circuler, tu as mis des agitateurs pour qu'elle puisse circuler dans le bassin. Elle consomme du dioxyde de carbone, elle a besoin de lumière, elle a besoin de quoi d'autre ? Souvent, quand je fais des visites, il y a des gens qui sont étonnés qu'on lui donne à manger. Ils pensent que ça se pousse d'amour et d'eau fraîche et que ça va se développer juste grâce au soleil. Alors c'est pas le cas. Si elle est très riche, c'est qu'on lui donne quelque chose, des choses pour se développer. Alors forcément, je vais faire un résumé pour expliquer ou je vais vulgariser un petit peu dans mon discours. Donc nous, on utilise tout ce qu'on va lui donner. Ce sera des éléments qui seront en bio, parce qu'on a le label bio. On a le label bio depuis 3 ans. Il y a de la spiruline pas bio ? Il y a de la spiruline qui n'est pas bio. Alors ça, c'est tout un débat sur la spiruline bio et pas bio. Ça prendrait du temps à expliquer. Nous, on a fait le choix de passer en bio. Être en bio, c'est utiliser. Il y a un cahier des charges, qu'il faut respecter. Il va définir la nourriture, mais pas que la nourriture de la spiruline. Il va définir aussi la gestion des eaux de rejet. Par exemple, ça c'est un élément essentiel. Puis tout l'aspect écologique sur la ferme, l'utilisation. Nous, par exemple, on est abonné à l'électricité verte. Pour l'instant, on n'a pas encore les panneaux solaires, mais on aimerait bien les avoir. Mais pour l'instant, pour résumer, la spiruline elle va se nourrir de sels minéraux. On va lui donner à peu près une quinzaine d'éléments nutritionnels qui seront sous forme de poudre, de liquide ou de gaz, donc c'est assez original. Donc j'ai un petit local à engrais où j'ai des sacs de poudre. Donc on va lui donner par exemple du bicarbonate, sa source d'azote, sa source de phosphore, de magnésium. On va lui donner des oligo-éléments. Alors pour ça j'ai une préparation qui est faite par un spécialiste de la spiruline qui mélange 7 oligo-éléments dans une petite préparation. On va lui donner du fer aussi. Et pour donner un élément concret, certains éléments qu'on va donner en toute petite quantité, par exemple de fer, ça va être à peu près une cuillère à café par jour pour un bassin qui fait presque 200 mètres carrés. La quantité la plus importante, c'est le bicarbonate. On va donner à peu près 3-4 kg de bicarbonate par jour par bassin. Un peu comme une recette de cuisine, en fonction de l'état de notre bassin. De la météo et des paramètres qu'on va contrôler sur le bassin. On va préparer la nourriture de la spiruline, on va mélanger des poudres dans un seau, on va rajouter de l'eau, ça va faire comme une petite potion magique qu'on va aller verser dans les bassins et on va donner tous les jours en été. Voilà. Et en hiver, on va la nourrir un petit peu, 2-3 fois par mois à peu près, on va venir lui donner à manger. Est-ce qu'il y a des producteurs de spiruline qui chauffent leurs serres ? En France, il y en a très peu, c'est possible. Il y en a qui mixés avec des méthaniseurs peut-être. Après, je ne sais pas si au niveau du label bio, je sais pas si c'est autorisé de faire ça. Dans tous les cas, en France, on travaille sous serre pour garder de la chaleur, mais aussi pour protéger aussi de la pluie de nos bassins. Voilà. Maintenant, on maîtrise de plus en plus la culture de la production de spiruline. Donc des producteurs, on en a beaucoup dans le sud de la France, mais il y en a pas mal aussi jusqu'en Bretagne, même dans des régions où on n'a pas énormément de soleil ou moins de chaleur, on arrive quand même à avoir une production de spiruline. Moi, je fais cet épisode aussi parce que j'ai envie de mettre en lumière la ferme et de mettre en lumière toutes les petites productions de spiruline en agroécologie. Parce qu'il y a beaucoup de productions de spiruline, Franck l'a dit, qui sont industrielles et qui sont de moindre qualité et qui ont un impact moins positif que vous. Donc voilà, moi j'encourage les gens qui nous écoutent à acheter de la spiruline paysanne et pourquoi pas vous commander de la spiruline à vous directement, vous faites des envois, même si c'est mieux d'acheter proche de chez soi évidemment, mais moi ce que je trouve super intéressant dans votre démarche, c'est aussi cette idée de faire pousser de la spiruline sur des terrains de tennis qui avant n'étaient pas du tout producteurs de nourriture. Est-ce que tu voudrais dire d'autres choses sur
pourquoi acheter la spiruline paysanne, tu vois? Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens, par exemple, qui sont des consommateurs de spiruline et qui ont l'habitude de l'acheter en pharmacie ou... Voilà. Oui. Bah, effectivement, c'est vrai qu'il y a 90% voire plus de la spiruline mangée en France vient de spiruline industrielle, étrangère, la plupart de Chine. Donc la plus grosse unité de production en Chine, ça fait 4,5 km sur 4,5 km de serre, avec au milieu un gros séchoir qui pasteurise à 600-700 degrés. Et donc en fait cette spiruline qui est certifiée bio est vendue en France, et si on ne fait pas attention à la provenance, en fait beaucoup de gens prennent de la spiruline sans se rendre compte qu'en fait ils mangent un truc... Alors elle a quand même des vertus, mais tous les nutriments sensibles, sans parler des kilomètres, mais je veux dire les nutriments sensibles sont beaucoup diminués à cause de la température. Et donc la spiruline paysanne, en fait, elle a déjà en tant que mangeur, on va dire, elle va avoir des meilleures vertus pour celui qui la prend. Et puis après, c'est vrai que la France, c'est quand même, en fait, c'est le seul pays du monde qui a vraiment une filière paysanne de spiruline, qu'on a créé ça en s'unissant dans une vision très humaniste. Les fondateurs de la spiruline, qui étaient d'ailleurs pas loin d'ici, parce que nous, on est à 20 km du berceau historique de la spiruline à Mialet, avec Jean-Paul Jourdan. Et donc, ils ont vraiment permis en fait, de mettre une éthique dans ce métier, et qu'on ait tous envie d'être coopératifs, collaboratifs. On donne presque 1% de notre chiffre d'affaires, on donne 1% pour cette fédé, dont une partie va dans des actions humanitaires. Et en fait, cette fédération et cette filière, on est 200 à peu près en France à produire de la spiruline. Je pense qu'on mérite d'être soutenu, parce que, en fait, je pense que cet aliment, cette culture, pourrait avoir de grandes vertus, surtout dans des temps compliqués, en termes de climat, de paix, etc., et de malnutrition. Et que je pense qu'il faut qu'on soit plus connus, qu'on soit plus nombreux, et que ça puisse se passer dans tous les pays où il fait assez chaud et où il y a assez de soleil. Il y a des raisons, comme d'habitude dans l'agroécologie, il y a des raisons nutritionnelles et puis des raisons politiques, en fait, pour lesquelles je pense que c'est important que les gens qui mangent de la spiruline sachent que quand ils achètent paysans, français, ils aident en fait une cause importante. Même si c'est un métier très particulier, on produit un aliment, donc je considère que je suis paysan. C'est un statut que j'apprécie. Voilà. Après, officiellement, on a du mal à nous classer. Alors des fois, on se retrouve plus du côté paysan. Parfois, on nous met du côté pêcheur, puisqu'on travaille dans l'eau. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même plus de points communs avec les paysans. Ça fait 12 ans que je fais ça, donc c'est vrai que la motivation change. Si tu veux tenir dans un métier assez longtemps, c'est vrai qu'il faut aller chercher sa motivation dans d'autres endroits. Les premières années, c'était l'excitation de faire un nouveau projet, de voir le projet se développer. La récolte de la spiruline, c'est quelque chose d'assez répétitif. J'aime bien le fait de répéter une tâche comme ça. C'est un petit côté un peu monacal, enfin un petit peu. On se réveille très très tôt. On répète toujours les mêmes tâches, les mêmes gestes. Voilà, il y a un petit côté assez méditatif, même si voilà, faut pas s'endormir non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on rentre dans la saison de spiruline, en fait, on vit avec la spiruline, parce qu'on va la récolter, on peut la récolter tous les jours ou tous les 2 jours. Par contre, dans tous les cas, on va venir tous les jours venir s'en occuper. Disons qu'on se met au rythme de la spiruline, et ça, c'est assez agréable. C'est un petit peu comme une petite bulle où on vit avec elle, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, le fait de recommencer une saison, donc est-ce que je vais réussir cette saison, est-ce que je vais essayer de faire une meilleure saison que l'année dernière, enfin c'est des choses que j'aime bien. Moi, je la récolte tous les 2 jours, donc c'est-à-dire qu'il y a un jour où je vais me réveiller très tôt, à peu près à 5 h du matin. Donc on va lancer d'abord toutes les étapes de récolte. Il y a d'abord la filtration. Donc on va prendre le milieu de culture, on va le filtrer grâce à des toiles de sérigraphie.
Donc la filtration va durer à peu près 3 heures. Après, il y a le pressage et l'extrudage de la spiruline. On la transforme en spaghetti pour la faire sécher. Donc toutes ces étapes, elles vont nous occuper toute la matinée. Et après, on a le séchage. Donc on va sécher dans l'après-midi. Et une fois qu'on a fini la récolte, vers 11 heures, on a une grosse partie de nettoyage parce que la spiruline est cette couleur toute verte. Dans le labo, ça tache tout. Donc on a une grosse heure de nettoyage. Et une fois qu'on a terminé le nettoyage, c'est là qu'on va nourrir la spiruline parce qu'on la nourrit pas avant de l'avoir récoltée. Donc c'est pour ça qu'il faut récolter très rapidement puisque en été vers 11 heures, il fait déjà bien chaud et donc la spiruline a la faim. Donc il faut pouvoir récolter suffisamment tôt pour pouvoir après venir lui donner à manger. Donc là on lui donne à manger et donc on essaye de faire tenir ça dans la matinée quoi. Et c'est un challenge quand même. Et donc après, généralement je finis vers midi et demi et donc après je fais une bonne sieste généralement. Et l'après-midi, souvent je me concentre sur de la vente, j'accueille les gens à la ferme, voilà. Et comme je récolte tous les 2 jours, j'ai donc le lendemain où je peux venir vider mon séchoir et m'occuper de mes bassins, c'est-à-dire venir faire des contrôles un peu plus poussés, la nourrir, faire une nourriture encore un peu plus précise en fonction des bassins, faire du nettoyage aussi dans les bassins, parce que la spiruline a tendance à rester collée sur les bords. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire alterner, ne pas faire des récoltes tous les jours. J'ai déjà testé faire des récoltes tous les jours et tu n'as plus cette journée intermédiaire qui te permet de prendre soin de ton bassin. Voilà. Donc j'ai ce jour entre les deux, donc je peux prendre soin du bassin et je vais même préparer la récolte du lendemain. Et voilà, c'est un rythme, on va dire que c'est un cycle sur 2 jours. Et tu fais aussi toute la communication, la commercialisation. Voilà, ça c'est une autre casquette, mais qui prend de plus en plus de place. Parce que l'aspect récolte maintenant, honnêtement, ces dernières années, il prend moins de place. Au début, ça occupait tout l'esprit, comment elle pousse, ça occupait toutes les conversations. Et après, le contexte économique fait qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour la commercialiser. On est plus nombreux à s'être installés. On a de la concurrence d'autres produits aussi, beaucoup de spiruline industrielle qui vient de l'étranger. Voilà, il y a 90% de la spiruline consommée en France qui vient de l'étranger et qui vient de production industrielle qui n'a rien à voir avec la spiruline française. Donc c'est séché à haute température, il n'y a pas le respect autant de respect de la production que nous on pourrait l'avoir ici en France. Et donc c'est séché, je crois, à plus de 200 degrés, alors que nous on sèche à 40 degrés maximum. Moi comme j'étais un ancien informaticien, j'essaie de faire des choses sur internet avec plus ou moins de succès. Des fois c'est un peu décourageant, mais bon, c'est sur les réseaux sociaux, donc essayer de faire des vidéos, faire des lettres d'infos, essayer d'avoir le plus joli site possible. Après on va démarcher pas mal de pharmacies, de boutiques pour trouver des revendeurs. Et puis aussi je fais des marchés en fonction de la saison. Là j'ai fait plusieurs marchés de Noël, des marchés, des salons pour trouver notre clientèle. Et ça occupe vraiment beaucoup de temps. Ouais. Et est-ce que les personnes que tu accueilles, la transmission que tu fais, tu as l'impression que ça permet aux gens de découvrir un être vivant dont on descend quelque part? Oui. Enfin, tu vois, est-ce que c'est important pour toi que les gens se disent mais en fait ce machin vert là, finalement cette lave verte qui est devant nous, elle est vivante, on doit la respecter, tu vois, comme n'importe quel être vivant? Oui, alors moi j'adore faire des visites de ferme. J'adore accueillir le public sur notre ferme. C'est quelque chose que j'ai découvert avec ce métier aussi. Je ne connaissais pas du tout ce talent de faire des visites. Et la ferme m'a été pensée, réfléchie pour pouvoir accueillir des gens. Et donc je reçois des petits groupes les gens qui passent, qui veulent visiter, mais même des écoles ou des choses comme ça. J'ai peut-être pas cette ambition de leur transmettre autant d'amour de la spiruline que tu l'as décrit. J'essaye déjà de leur donner quelques petits éléments. Voilà, souvent je fais des visites d'1/4 d'heure.
les gens ne connaissent pas, donc ils doivent découvrir que c'est une cyanobactérie, la regarder au microscope. Je leur donne quelques éléments de production, comment on la récolte, et tout ça après, ils veulent savoir comment on la consomme, quelles sont ses vertus. Là, tous les producteurs de spiruline, on parle à notre spiruline par exemple. Tous les producteurs de spiruline considèrent leur bassin presque comme un animal. Voilà. On a un rapport très particulier avec nos bassins. Parce qu'en réalité, c'est un métier spécial parce qu'on élève quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est microscopique et en plus qui transforme l'eau en une couleur très verte. Donc je ne vois même pas le fond de mon bassin. Donc il faut avoir un lâcher prise. C'est vraiment spécial. Et donc psychologiquement, on a besoin de se rattacher à quelque chose et c'est souvent les bassins. Moi j'ai 4 bassins. Ça m'arrive de leur donner des noms, voilà, des noms d'animaux ou des choses comme ça. Dans la plupart des fermes, les gens donnent des noms et quand ils parlent de leur bassin, ils vont parler comme un être vivant particulier. Voilà, c'est-à-dire que mon bassin numéro 1, cette semaine il n'est pas très en forme. Et mon bassin, par contre, mon bassin numéro 2, voilà, qu'est-ce qui se produit bien, il a une magnifique couleur. Et donc par exemple, quand je viens dans mes bassins, je leur demande si je peux les récolter ou des choses comme ça, ou je leur annonce que je vais les récolter, ou quand je vais les nourrir, donc il y a un aspect sensible par rapport à ces bassins. Et ça, parfois, je suis assez ouvert. Des fois, j'en parle avec mes clients comme ça. Bon, certains vont accrocher ou pas avec ce genre de discours. C'est important de parler de ça parce que je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont sensibles à ça et que par hasard, si on a besoin de spiruline et qu'on va à la pharmacie et qu'on en voit, la spiruline industrielle qui souvent est vendue en pharmacie, en comprimé, parfois même en magasin bio. Oui, non, c'est sûr que j'imagine que dans les usines ou les grandes fermes, on ne peut même pas parler de ferme, hein, effectivement, ils n'ont pas cette sensibilité par rapport à leur bassin. C'est ça qui fait la caractéristique de la spiruline française. Parce que chez les producteurs français, on a des profils qui peuvent être très très différents. Chaque année, on se rassemble pendant une semaine. On fait un regroupement de producteurs de spiruline et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à se retrouver. Et donc il y a des profils très différents puisqu'il y en a qui vont avoir qui sont très très scientifiques, d'autres qui sont un peu hippies on va dire, mais malgré tous ces profils différents, et moi j'ai visité énormément de fermes, j'ai fait pas mal de stages et j'ai toujours vu un petit côté spirituel ou alternatif, même ceux qu'on pourrait croire très cartésiens, ils vont toujours avoir un petit gris-gris, un petit truc qui met en avant leur sensibilité et le rapport toujours très 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 un rapport particulier avec chacun de leurs bassins. Ce qui me ferait rêver, ce serait que la spiruline puisse s'intégrer peut-être dans des fermes avec d'autres productions ou des fermes collectives. Voilà, ouais, pourquoi pas. Ou peut-être c'est ce qui lui manque, c'est qu'elle est peut-être un petit peu, pour l'instant, isolée d'un cycle de production. Quelqu'un qui ferait voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais quelqu'un qui fait de la bière, par exemple, tous les déchets de la production de bière pourraient être des intrants de la spiruline. Après, je n'ai pas assez d'éléments sur la production de bière, mais les deux pourraient très bien aller ensemble. Mais après, il y a plein d'autres synergies qu'on pourrait trouver. Moi, je pense que là, nous, on est parmi les pionniers, en tout cas sur la spiruline, et j'espère que sa production va encore évoluer pendant plein d'années pour pouvoir l'intégrer dans d'autres productions. J'ai l'impression qu'on est au tout début d'une production, enfin d'un aliment, un peu comme quand on a découvert la patate ou quand on a découvert et qu'avec cette spiruline il faut encore imaginer plein de choses. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on propose maintenant. Moi par exemple j'ai des chefs cuisiniers, un chef cuisinier qui est étoilé qui utilise la spiruline pour faire certains de ses repas, et donc je pense qu'il faut être créatif. En fait, moi j'adore la spiruline et du coup, et comme j'adore votre spiruline, on a fait un petit troc et qu'en échange de quelques petits pots de spiruline chaque année,
je mets en lumière votre ferme. Et du coup, il y a un petit code qui s'appelle Opaline. Si Oui. vous commandez sur Spiruline Arc-en-Ciel, Oui. vous pouvez avoir moins 10%. Voilà, donc c'est pas un partenariat commercial, mais c'est un partenariat de troc, parce que je pense qu'il faut vraiment soutenir l'agriculture paysanne. Et moi, j'ai besoin de force pour faire mes podcasts, donc Spiruline m'aide bien. Oui. Et d'ailleurs, elle m'aide aussi à me connecter à l'eau. Tu vois, j'y avais pas pensé. Parce qu'on me dit souvent que je suis quelqu'un qui est très terre. Et j'aimerais bien, Émilie, que tu me racontes la petite anecdote, parce qu'en ce moment, je suis toujours... Les gens qui suivent les épisodes, ils commencent à se dire, mais quand est-ce qu'elle va se poser ? Je suis toujours en quête de mon chez-moi et de mon ancrage. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter la petite anecdote que tu m'as racontée hier sur l'ancrage ? Ah oui, avec plaisir. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance de vivre quelques mois sur plusieurs années au milieu du Sahara, au nord du Mali, au sud de l'Algérie, vraiment avec les Keltamachèques. Et ces gens, donc, dont une grande partie sont nomades, ceux qui ne sont pas dans les oasis, et éleveurs, en fait, j'étais très interrogative de la manière dont ils arrivent à vivre sur leur territoire. Enfin, déjà, vivre dans le Sahara, il faut déjà le faire. Et élever dans le Sahara aussi. Et puis, du coup, je me disais, mais comment est-ce qu'ils arrivent à vivre leur nomadisme ? Parce que moi-même, je me posais la question entre nomade, agricultrice. Donc voilà, aujourd'hui, je suis spirulinière qui fait le tour d'Europe des fermes. Bon, voilà, chacun trouve ses compromis, on va dire. Et donc, je leur ai demandé à un des chefs spirituels de ce peuple, je leur ai dit, mais en fait, quelle est votre racine ? Et le monsieur m'a répondu, notre racine, c'est le puits. Et donc, je me suis dit, ah ouais, effectivement, parce que pour eux, tout tourne autour de l'eau. Et de toute façon, l'agroécologie, voilà, le sol sans eau, ça serait pas vivant. Et donc, je trouvais ça beau, en fait, de se dire que leur racine, c'est l'eau. Et ça va effectivement dans le sens de tout ce qui se passe en ce moment sur l'hydrologie régénérative, etc. Et sur ce que nous, on fait aussi, d'être donc des paysans de l'eau, mais dans la terre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un message aux personnes qui nous écoutent ? Oui, je parle toujours de la spiruline en citant les femmes en fait, qui ont permis à l'Occident de connaître la spiruline. Donc c'est les femmes Kanambou qui vivent au bord du lac Tchad, dans les wadis, dans les petits lacs interdunaires autour du lac Tchad. Et c'est elles qui en fait récoltent la spiruline là-bas. Et en 62, il y a des scientifiques français belges, enfin européens on va dire, qui ont découvert en fait les vertus nutritionnelles de la spiruline grâce au fait que les gens autour du lac Tchad allaient mieux que plus loin. Et quand ils ont vu que c'était ces femmes qui récoltaient la spiruline et qu'ils ont fait les analyses nutritionnelles, donc il y a eu plein d'articles qui sont parus en disant voilà l'aliment le plus complet du monde, etc. Et donc voilà, donc je me promets à chaque fois que quelqu'un me demande de parler de spiruline de penser en fait au peuple premier qui ont su repérer cet aliment qui poussait. Donc il y a les Incas autour du lac Mexico et puis les femmes Kanambou autour du lac Tchad. Merci. Cet épisode avec Spiruline Arc-en-Ciel est terminé. Je vous propose de respirer quelques secondes ensemble afin de pleinement intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir et de continuer à être inspiré. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Continuez à respirer de manière naturelle et prenez un petit temps pour ressentir comment vous vous sentez maintenant. Quels sont les 3 apprentissages avec lesquels vous repartez
suite à cette écoute. Si vous souhaitez acheter de la spiruline paysanne, sachez que vous pouvez en commander sur le site de Spiruline Arc-en-Ciel et avec le code promo OPALINE, vous aurez moins 10% sur la boutique. Je rappelle que ceci n'est pas un partenariat commercial, mais que je reçois quelques petits pots de spiruline en échange du soutien que j'apporte à la ferme en réalisant cet épisode. Vous pouvez évidemment regarder autour de chez vous s'il y a des fermes qui produisent de la spiruline. Si cet épisode vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube ou par mail. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de son écoute. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a bien besoin, et vous aussi.